vivants en mer. Donc un petit historique avec quelques dates clés, bien évidemment, il n'y a pas tout, mais c'est juste pour vous montrer que la cétologie, c'est quelque chose qui est quand même pas si vieux que ça fait pas tellement longtemps, c'est la fin du XXe siècle qu'on commence à étudier les mammifères marins sur le terrain. C'est des espèces qui sont assez compliquées à étudier, du fait qu'elles sont en mer, qu'elles peuvent être parfois loin et qu'elles passent beaucoup de temps sous l'eau, donc ça demande des moyens assez importants pour arriver à collecter des informations sur ces espèces et sur ces populations. C'est plus compliqué par exemple que de suivre des espèces terrestres, alors pas toutes, mais on va voir que ça demande certains moyens. Donc en 1973 a commencé à se créer le réseau national échouage, donc qui a été créé pour suivre en fait les échouages de cétacés sur tout le littoral français. Dans les années 90, on débutait les premières études dédiées à l'étude des cétacés, au suivi des cétacés. Alors c'était des études principalement locales ou ciblées, sur certaines espèces, ou localement, en Corse, ou notamment en Port-Cros, qui est une des zones qui a été la plus anciennement étudiée pour son peuplement en cétacés. En 1993, donc suite à un petit peu à l'appel de la communauté scientifique par rapport au problème des captures accidentelles, notamment dans la pêcherie à la tenaille, l'accord international tripartite français, italien et monégasque, Pélagos, a été signé. Donc je ne vais pas m'étendre parce qu'on va en reparler de l'accord Pélagos, qui est entré en vigueur en 2002. Et c'est à partir de cette période qu'on a commencé aussi à intensifier les programmes d'études des cétacés, notamment grâce au programme de recherche du sanctuaire Pélagos, qu'il a mis en place à partir de cette date-là. Donc la recherche n'est pas concentrée dans le sanctuaire, mais c'est vrai que le sanctuaire a beaucoup aidé à développer les suivis, et donc il y a eu de nombreuses études. Là on est à plus de 40 études qui ont été menées donc, depuis 2002 dans la zone du sanctuaire Pélagos. Quelques projets qui sont importants, alors bon là c'est pas exhaustif, hein, c'est juste des choses intéressantes. Donc le projet européen 2007, c'est le projet Life in Lab sur la limitation des interactions négatives entre les dauphins et les activités humaines, donc en Corse. Donc c'était un projet qui était coordonné par le WWF. En 2011, les campagnes SAM, survie aérien de la mégafaune marine, donc conduites par l'Agence française pour la biodiversité, ont permis un survol de toute la ZEE française. Donc c'est les premières études à cette échelle-là, à l'échelle de la façade en Méditerranée, mais à l'échelle nationale, donc de toute la ZEE française. Et donc il y a eu aussi donc, les campagnes Rémois, Outre-mer, qui ont également eu lieu et qui continuent à l'heure actuelle. Et en 2013-2015, donc le projet GDGEM, qui lui est un projet, donc le premier projet de suivi donc, par des structures locales coordonnées à l'échelle de la façade de Méditerranée française, donc sur un suivi par photo-identification du grand dauphin sur tout le littoral méditerranéen français. Alors les acteurs, donc on a les acteurs scientifiques de terrain en Méditerranée. C'est principalement des ONG, partout dans le monde d'ailleurs, mais c'est particulièrement vrai en Méditerranée. Il y a assez peu enfin ça se développe, mais historiquement il y avait assez peu d'institutions, de scientifiques académiques ou institutionnels impliqués dans l'étude des mammifères marins en mer. Et c'était beaucoup des organisations à but non lucratif qui gèrent ça. Donc on a également évidemment la recherche académique qui contribue, donc on va voir tout à l'heure, Olivier nous expliquera en quoi elle aide l'étude des populations et la conservation des cétacés. L'État, donc là je donne l'exemple des grandes campagnes SAM, donc, de survie, donc ça ce sont des suivis à l'échelle nationale, mises en œuvre par l'État. Et ça c'est des choses qui vont à l'avenir devenir de plus en plus importantes, notamment dans le cadre des directives européennes comme la directive 4, stratégie pour le milieu marin, où là on va mettre en place un suivi, mais là c'est pareil, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Les aires marines protégées, donc là on a vu un premier exemple avec le site Natura 2000 du Cap d'Agde, mais on va en reparler aussi tout à l'heure. Les aires marines protégées, donc, qui sont très diverses, mais qui ont également donc, des suivis et qui peuvent contribuer localement ou à l'échelle de la façade au suivi des populations de cétacés. Et la science participative aussi, qui peut permettre de collecter des données qui peuvent contribuer donc, aux études et au suivi des espèces.
Je vais vous parler brièvement donc, du GIS3M, donc le groupement d'intérêt scientifique pour les mammifères marins de Méditerranée. C'est une association qui a été créée en 2007 avec l'appui du Parc national de Port-Cros en tant qu'animateur de la partie française du sanctuaire Pélagos, dans l'objectif de fédérer un petit peu les différents acteurs, donc organisations privées à but non lucratif, qui travaillaient sur l'étude des cétacés. Donc je suis coordinatrice de cette structure depuis 2010. Le GIS3M, donc, il a pour but de fédérer les acteurs qui travaillent dans l'étude et le suivi des cétacés en mer et de faire aussi le lien avec les gestionnaires, les institutionnels. Donc ça nous a notamment permis de monter des projets à plus large échelle, à l'échelle de la façade, des projets plus importants et multidisciplinaires. Donc on peut rassembler des différentes compétences qui sont dans les différentes associations afin d'avoir des projets plus cohérents. Donc ça, ce sont tous les partenaires actuels du GIS3M. J'espère que j'en ai pas oublié, sinon je me excuse. Et donc voilà, donc on principalement coordonne beaucoup d'études et de projets scientifiques, et puis je vous parlerai aussi de ce qu'on fait au niveau expertise, appui aux gestionnaires et conseils au niveau un peu plus institutionnel. Alors, la collecte des données en mer. Il y a différents moyens, enfin il y en a principalement trois. Il y a en surface, à partir des bateaux, donc soit des petites embarcations dédiées, donc vous avez là, oh oui, minuscule, c'est pas ça. Donc là c'est un voilier qui est en mission, donc avec des observateurs, et qui collecte des données d'observation, de recensement, de présence des cétacés, de composition des groupes, qui collecte la photo-identification sur certaines espèces, des comportements. Et là, vous voyez en bas, ça c'est la collecte de biopsies, d'échantillons sur animaux vivants, qui nous permettent de faire des analyses, notamment génétiques, de contaminants et autres. Donc ici, là, vous voyez la photo-identification, qui est une méthode qui permet de reconnaître, d'identifier individuellement les animaux, et par celui-là, de les suivre individuellement tout au long de leur vie. On va voir à quoi ça nous sert. Les plateformes en mer, elles peuvent être beaucoup plus grosses. Donc là, vous avez un ferry, donc c'est ce qu'on appelle des plateformes opportunistes, où on embarque des observateurs sur des plateformes non dédiées. Et notamment les ferries qui ont des lignes fixes et systématiques, toujours le même trajet, et ben ça nous permet d'avoir des séries sur le long terme de suivi de ces zones-là, de pouvoir mettre en évidence donc des variations soit saisonnières, soit annuelles, des peuplements dans ces zones-là. Suivi aérien, donc comme ça a été utilisé pour les campagnes SAM, et comme c'est actuellement en cours dans la COBAM sur Initiative, qui est un gros projet de suivi, de recensement des cétacés à toute l'échelle de la Méditerranée et de la mer Noire. Et quand on n'est pas au-dessus, on peut aussi collecter des données en sous-marin grâce à l'acoustique passive. Et donc là, vous avez la mise en place d'un hydrophone dans le parc national de Port-Cros dans le cadre du projet GDGL. Donc toutes ces méthodes nous permettent de collecter des données. Et donc ces données-là, on va les conserver dans des banques de données. Donc là, c'est l'exemple de la base de données du GSM. Et on collecte toutes les données à la fois sur les conditions de la sortie, les observateurs. Donc là, vous avez toute la liste des sorties. Les observations réalisées, vous avez la trace de la sortie, on sait si c'était une sortie qui peut être calculée avec effort ou sans effort, c'est-à-dire que si on peut ensuite pondérer les observations qu'on a faites en fonction d'un effort fourni en observation ou non. Voilà, donc le détail de l'observation, le nombre d'individus rencontrés, les individus photo-identifiés. Et à partir de là, donc ça c'est l'exemple du grand dauphin, qui est une espèce pour qui la photo-identification est une méthodologie très adaptée, mais c'est pas la seule. Constituer des catalogues de photo-identification qui nous permettent de retracer toute l'histoire de vie, la petite portion qu'on en a, parce que effectivement c'est des espèces qui vivent un certain nombre d'années, plusieurs décennies, et les suivis, là, les plus grandes recaptures qu'on a, c'est-à-dire de revoir un animal, réidentifier un animal sur une photo, ça doit être vers 18 ans, le dauphin de Risso, je pense quelque chose comme ça, mais c'est mon temps est écoulé. Et là j'en suis qu'à la moitié, donc j'ai accéléré.
Oh bah oui, pas tant que ça. Et donc à partir de toutes ces données collectées par les différentes structures dans le cadre de leurs différentes missions, et en les mettant en commun, on peut ensuite étudier les populations, la distribution des populations, la structure des populations, estimer les effectifs. Donc là, c'est un exemple de structure de réseau social qui a été évalué donc, du Grand Dauphin le long des côtes de Provence et du Golfe du Lion, qui a été évalué notamment par la technique de capture à capture, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de fois qu'un dauphin a été vu avec un autre dauphin dans le même groupe, on arrive à savoir, à évaluer le lien qu'il y a entre ces deux dauphins, et de par là, on déduit un réseau social, c'est-à-dire des communautés de dauphins. Et donc, à droite, on a estimé donc, les domaines vitaux de ces communautés, et on voit donc qu'on a une communauté spécifique en Provence et 3 communautés dans le Golfe du Lion. Ça, c'est très intéressant pour la conservation des cétacés, parce que si les communautés sont suffisamment isolées, elles nécessitent une gestion spécifique. C'est au-delà d'une population à large échelle, et on parle de plus en plus à l'heure actuelle, mais là je mets un peu, de culture des cétacés et donc de communautés sociales mais aussi culturelles, et qui nécessitent de mettre en œuvre une gestion spécifique. On peut également donc évaluer l'impact des activités humaines sur les populations. Donc là, c'est des exemples d'évaluation de la contamination par les dérivés des microplastiques qui sont ingérés par les animaux à travers leur alimentation, et des contaminants, ce qui nous permet de suivre un petit peu, donc malgré l'interdiction de certains contaminants, on retrouve toujours dans les cétacés, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, des concentrations importantes de contaminants, et on voit que malgré l'interdiction, ces concentrations ne diminuent pas forcément de manière si importante que ça, et on a des contaminants qui sont émergents. Donc des nouveaux contaminants. Donc ça, c'est aussi, par exemple, on peut évaluer, donc on a parlé du problème des collisions tout à l'heure, évaluer le risque, là où est le plus grand risque de collision entre les grands navires et les cétacés. Et enfin, donc, toute cette communauté scientifique permet aussi d'informer à la fois le public, mais les gestionnaires, les institutions, sur les grands enjeux en termes de conservation des cétacés, notamment au sein de différentes instances, aussi bien nationales qu'internationales, et d'organiser, comme aujourd'hui, des conférences et des séminaires où les acteurs peuvent échanger à la fois les connaissances et à la fois leurs besoins et leurs points de vue. Merci pour votre attention.